Bonjour à tous et bienvenue sur Sword and Baguette. Aujourd'hui on vous fait une petite vidéo sympathique sur le top 10 des sorts dont il faut se méfier à The Old World. Alors les sorts sont pas forcément broken, sauf peut-être forcément dans le top 3 il y a des trucs bien forts. Mais c'est toujours important de les connaître. Donc l'objectif du format c'est encore une fois de partager les informations, vous connaissez mon avis là-dessus normalement, si vous êtes des habitués de la chaîne. L'objectif c'est réellement que vous ayez les informations de manière à construire vos listes et à ne pas être surpris une fois que vous les voyez sur table. Donc de mettre en avant forcément les sorts qui impactent dans le jeu. Parce que y a des sorts qui sont cool où on les lit, on dit ouais c'est ok tiers, voilà, c'est une note de 1 à 3 etc. comme on l'a fait sur la vidéo de Phil où on a noté les domaines de magie. Mais au final, quand on commence à avoir un peu plus de retour sur le jeu, quand on commence à avoir poussé un petit peu plus les combos, les différentes sortes, des fois des sorts qu'on lisait d'une certaine manière et qui au final sont très différentes, et on se rend compte que certains sorts peuvent vraiment casser des parties. Et ensuite, on parlera des contre-existants, c'est-à-dire les défauts, est-ce qu'il y a des petits éléments qui peuvent vous avantager, ou des fois simplement certains joueurs jouent leur sort de manière un petit peu, on va dire, optimiste. Ils ont une lecture optimiste des règles, j'aime bien cette phrase-là. En fait, ça permettra d'aborder rapidement les éléments. Alors, au niveau du top 10, le titre est putaclic, parce que top 10, au final, entre le 10e et le 4e, selon les affinités, selon les jeux, selon la méta que vous allez rencontrer chez vous, ça peut totalement changer. Un sort que j'ai mis top 10 peut être top 4. Quand c'est votre adversaire qui joue ville nuée et que vous jouez que des unités de cavalerie lourde, vous avez envie de dire que c'est top 1. Bon, globalement, vous concentrez pas tout sur le top, c'est juste pour l'effet YouTube. Mais retenez surtout la puissance des différents sorts. Par contre, encore une fois, les 3 premiers, ils sont vraiment au-dessus et ils sont vraiment à prendre en compte quand vous construisez une liste sur The Old World. On va commencer tranquillement par un sort Elfe Sylvain, le Chant des Arbres. Alors c'est un vortex magique qui se lance à 15 pouces, qui permet en fait de placer une forêt. Alors ça sera soit un petit gabarit d'explosion si vous le lancez avec la valeur minimale, soit un grand gabarit si vous atteignez le 9+. Alors quand vous allez avoir plus 4 pour lancer les sorts, vous allez très facilement faire du 9+. De toute façon vous le voyez, ça se lance sur du 7, donc si vous avez un level 4, à partir du moment où vous faites 3, donc tout sauf un fiasco, vous allez le passer. Donc en gros le sort globalement passera quoi qu'il arrive. Et donc comme je vous disais, vous allez créer une forêt, donc qui compte comme du terrain dangereux pour les unités ennemies uniquement, donc c'est très très fort. On vous rappelle que les terrains dangereux sont tous difficiles. Donc c'est important, ça bloque les lignes de vue, on voit pas derrière une forêt. Dans la forêt en fait on va voir, mais on va avoir un modificateur de -1 pour toucher au tir. Et donc en fait il y a beaucoup de synergies. La première ça va être avec le Sentier Sylvestre, qui sera le tour suivant, parce qu'en fait le Sentier Sylvestre est un sort de transfert, donc ils sont en phase de mouvement. Là le Chant des Arbres étant un vortex, ils sont en phase de tir. Vous allez pouvoir vous téléporter. Donc le Sentier Sylvestre permet à une unité Elfe Sylvain de se téléporter dans un autre bois sur la table. Et en fait ça compte comme un terrain de bois, donc vous pouvez en profiter. Vous avez la sphère des bois profonds. En fait, quand vous avez un sorcier qui est à 6 pouces d'une forêt, d'un terrain de bois, voilà. L'Elfe Sylvain peut dire non, je cherche pas à dissiper. Vous allez plutôt prendre des touches force 4. Donc c'est très très fort, sachant qu'on ne demande pas à une portée, donc on ne demande pas, c'est pas à la place de dissiper, etc. Il ne dissipe pas et il lui met des touches. Vous avez ensuite des meilleures dissipations, des meilleurs lancements de sorts, là c'est quand l'Elfe Sylvain est à côté des bois. Alors globalement vous allez toujours avoir 1 à 2 forêts sur une table de The Old World, sauf table vraiment thématique. Et en plus l'Elfe Sylvain va pouvoir en mettre une dans sa moitié de table, globalement à plus de X pouces du centre de table, etc. Donc vous allez quand même avoir déjà pas mal de bois. Donc on va dire souvent 3 grâce à la forêt gratuite et potentiellement 4 avec le Chant des Arbres, sachant que c'est un sort signature. Donc si l'adversaire joue beaucoup de magie, vous allez pouvoir vraiment affronter beaucoup de forêts sur votre chemin. Donc ça va bloquer vos distances de charge. On vous rappelle, vous ne pouvez pas déclarer une charge sur une unité que vous ne voyez pas. Vous avez ensuite des petites synergies qui sont vraiment sympathiques, avec notamment les cavaliers sylvains, si vous leur payez le mouvement de réserve. En fait ça va vous permettre de vous mettre hors de portée, c'est-à-dire de lancer votre sort et après de vous rebarrer de 9, de manière à être hors de portée de dissipation de l'adversaire. Ce qui veut dire que au début de son tour, en fait, pendant sa phase de conjuration, il devra uniquement utiliser sa dissipation fatidique pour vous dissiper. Alors on vous rappelle, s'il veut dissiper un sort restant en jeu, il faut qu'il soit à portée du magot pour avoir son bonus, du magot ennemi.
Et donc si c'est pas le cas, c'est juste une fatidique. Donc si vous avez 3 champs des arbres et un vortex de flamme sur la table, et que votre magot et que vos différents magots sont hors de portée du sorcier ennemi, bah globalement, il va dans le meilleur des cas en dissiper un voire deux, enfin un avec le fatidique et deux s'il arrive à se mettre à la portée de au moins un sorcier, ce qui devrait quand même arriver, hein, sauf si vous êtes vraiment un ninja. Mais voilà. Et donc bah, sur le fatidique, on le rappelle, hein, mais 8+, donc ça sent ça minimum à 7. Donc il faut vers 8 pour le dissiper. Bah, si vous n'avez pas de bonus, c'est que 42%. Donc en moyenne, 60% du temps, vous n'allez pas dissiper cette forêt, quoi. Donc voilà, faites attention. Alors notez cependant, hein, même si vous l'avez lancé avec un sort de 9 ou plus, si vous avez donc placé le gros gabarit, dans ce cas-là, c'est toujours la valeur minimale du champ des arbres qui doit être fait pour le dissiper. Donc votre adversaire dissipera à 8 et pas à 10+. Ensuite, sort numéro 9, la ville nuée, qui est un sort homme-bête, qui est un sort primaire chez les hommes-bêtes. Donc en fait, c'est un sort qui va mettre 5 des 6 touches force 1 qui ignore les sauvegardes d'armure. Alors sur le papier, on se dit force 1, c'est pas fou. Ouais, mais 5 des 6 touches, c'est beaucoup. Donc en moyenne, c'est 15, 16, 17 touches assez facilement. Donc on est ok, on va souvent blesser sur du 6. Mais quand vous allez lancer 15, 16, 17 G pour blesser, vous allez souvent faire 2 ou 3 morts. Contre de l'endurance 6, bah, ça blesse sur du 6, mais de la même manière que de la force 4. Donc si on vous disait, bah ouais, tu mets 5 des 6 touches force 4 qui ignore les sauvegardes d'armure à un dragon, d'un seul coup, c'est un peu sympa. Et son autre point fort surtout, c'est qu'il est spammable. Donc l'air de rien, comme c'est un sort primaire, si vous commencez à les cumuler avec 2 ou 3 level 2, ce qui s'imagine fortement, vous allez commencer à balancer pas mal de corbeaux au visage de l'adversaire et ça va faire des dégâts. La grosse synergie la plus connue, c'est avec le fétiche d'arbre pendu, donc c'est un objet cabalistique des hommes bêtes, donc ça tombe bien. En fait, vous allez relancer les jets pour blesser loupé sur les projectiles magiques. Donc autant vous dire que là, vous êtes bien moins fun parce qu'en fait, une chance sur 6 de blesser, quand vous le relancez, vous passez à 0,3 blessures par touche. Donc en moyenne, le sort va vous faire 5,3 blessures contre presque n'importe quoi. Donc déjà, un pack de 5 chevaliers, en stade, vous le wipez. Voilà, il n'y a juste pas de truc, il a juste son invu. C'est de la force 1, donc les bretoniens auront une invue à 6, donc ils vont peut-être en moyenne en sauver un. Les chevaucheurs sur sang-froid, ils ont une belle sauvegarde à 2+, mais ça sert à que dalle. Enfin voilà, vous allez vraiment être capable de faire des dégâts assez violents. Il y a quand même des défauts à ce sort, bon il y a la portée, mais ça encore une fois vous avez accès à l'élémentalisme, donc vous pouvez tricher un petit peu sur les mouvements. C'est surtout que c'est force 1, donc les unités endurance elles sont totalement immunisées. Donc je pense notamment au tank à vapeur de l'Empire, à l'équivalent en 1 du chaos, l'Iron Demon, qui en endurance 7 save à 3, donc là vous avez beau lancer des trucs, il met un petit coup d'essuie-glace quand vous éclatez sur le pare-brise. Et aussi en 1 du chaos, vous avez des combos pour augmenter de 1 point l'endurance de vos personnages, donc qui sont cumulables. Donc vous pouvez facilement monter endurance 7, 8, 9, et donc être immunisé aux force 1, force 2, force 3. Et dans ce cas-là, voilà, c'est pas terrible. C'est un sort qui est très très bon pour aller chasser les behemoths, surtout ceux qui n'ont qu'une seule sauvegarde, donc soit une régène, soit une invulnérable. S'ils ont les deux, faites gaffe, ça commence à être galère, vous allez être sur du 2 points de vie en stat. Après, 2 points de vie en stat, c'est déjà très très bon. Et puis, des saves, ça se loupe. Donc autant vous êtes très très fiable, 5 des 6, vous pouvez faire un gros jet, vous avez les relances pour blesser avec le fétiche, vous allez faire des dégâts. Autant lui, une 5+, on sait tous que oui, une 5+, suivie d'une 5+, en stat, c'est l'équivalent d'une 4+, une division par 2 des damages. En pratique, des fois, on se craque un peu, quoi. Ensuite, un sort qui est très très fort, c'est le On y va du domaine de la WAG. Donc uniquement chez les orques, sauf si vous avez des tricks piochés dans des domaines autres. Je pense notamment au chapeau de sorcier, par exemple, qui peut vous permettre d'aller chercher un autre domaine. C'est un sort, donc c'est un sort d'enchantement, donc qui se lance en début de tour, en phase de conjuration, donc avant les mouvements, avant les charges, etc. Tant que l'unité amie est dans la portée de commandement du lanceur, la sous-phase de déclarer les charges et des réactions de charge, vous augmentez sa portée maximale de charge de 3 pouces, et quand elle effectue un jet de charge, elle peut appliquer un modificateur de plus D3 au jet. Donc on est sur un mini rapide, vous allez encore augmenter de 3 pouces la portée de charge, donc la distance à laquelle vous pouvez déclarer votre charge. Mais par contre, votre mouvement réel sera augmenté de uniquement D3. Alors ce qui est très très fort déjà, c'est que c'est la portée de commandement. La portée de commandement, ça veut dire que, oui, vous le lancez sur vous-même, soit, mais ça vous permet d'affecter toutes les unités qui sont à portée. Donc la portée de commandement de base d'une figurine, c'est sa valeur de commandement. Donc si elle a un commandement 7, ça passe à 7 pouces. Si elle a un commandement 10, ça passe à 10. Et ce qui est très très fort déjà, c'est que ça permet de bluffer sur les portées de charge. Alors, ce qu'on voit souvent dans The Old World, quand vous commencez à avoir un petit peu l'habitude au niveau des jets, c'est de vous placer soit hors de portée de charge, soit au pouillème de la charge possible.
Typiquement, si vous avez un pack qui a mouvement 4, si vous mettez à 11 en distance de charge, vous savez qu'il ne pourra pas vous déclarer, parce qu'en fait il peut déclarer à 4 plus 6, donc 10 pouces. Et si vous mettez à 10 pouces pile, ça veut dire que s'il doit faire la moindre roue, déjà il risque de se faire avoir pendant la charge. Et surtout, s'il est impétueux, des choses comme ça, ça peut créer des situations où il se met dans une situation un petit peu merdique. Et c'est souvent ce qu'on essaye de créer à The Old World, soit via la fuite, soit via une distance de charge limite, pour faire que l'adversaire s'approche, sorte un petit peu de sa ligne et qu'on puisse lui défoncer la tronche à 2 unités contre une. Ce sort-là permet vraiment de passer à travers, c'est-à-dire vous allez dire, ok, tu t'es mis à 11 pouces, pas de souci. Maintenant, mon pack de 4, il peut déclarer à 13, donc je peux te déclarer, et surtout j'ai plus D3 à mon dé. Donc si j'arrive à claquer mon gros 6 sur le mouvement et qu'après j'ai mon D3 pour compenser les éventuelles roues, vous allez vraiment faire du dégât et prendre l'adversaire de vitesse. Ce qui est très très fort, comme on le disait, c'est la notion de bande de guerre. Bande de guerre qui permet, hors de choses, déjà d'améliorer la portée. Ça va améliorer le commandement de votre personnage s'il est dans un pack avec des rangs, et donc d'avoir une meilleure portée. Alors attention, la synergie, le sort est vraiment très très fort quand vous avez un patron sur Ragnarok par exemple, qui va avoir une portée de commandement si c'est le général de 18 pouces, parce que le Ragnarok est une grande cible. Mais si vous êtes simplement dans un pack standard, vous allez souvent avoir commandement 7 ou 8, vous allez augmenter votre commandement jusqu'à 10, et donc vous allez potentiellement avoir une distance de 11 pouces pour votre zone. La bande de guerre permet de relancer les jets de charge. Alors attention, je l'ai mis en défaut, c'est comme pour le jet rapide. Le jet bonus ne se relance pas avec bande de guerre, vous relancez le jet de charge, pas les modificateurs. Et surtout l'élément qui est le plus important à prendre en compte, c'est quand vous affrontez une WAG nomade. Les orques sur sangliers peuvent avoir avant-garde, et donc avec le mouvement d'avant-garde de 7 pouces, ils vont commencer à 17 pouces de votre zone de déploiement sur un bataille rangé, il y a même des scénarios où ils commenceront encore plus proches. Et ils peuvent déclarer avec ce sort à 7 plus 6 plus 3 plus 3 égale à 19 pouces. Donc en gros, si vous voulez être tranquille au T1, il faut vous mettre à 27 pouces de leur zone de déploiement. Donc si vous êtes à 28 pouces, enfin 27 ou 28 pouces de là où est positionnée l'unité de chevaucheur orc, vous ne prendrez pas la charge. L'air de rien, ça commence à vous repousser déjà grandement dans vos lignes. Et The Old World étant un jeu où être en général statique ou défensif n'est pas très bon, l'air de rien, ça peut avoir de l'impact sur la game. Ensuite, on va sur le top 7, l'éclat du soleil maléfique, qui est un sort très très fort, encore du domaine de la WAG. Encore un enchantement, restance à 9, c'est ok tiers. De toute façon, dans tous les cas, vous mettez des chamans level 4 en orc et gobelin, ça coûte que dalle. Enfin, les chamans gobelins coûtent rien. Et en fait, ça fait que toutes les unités donc dans la portée de commandement de votre patron peuvent relancer les as pour toucher, donc tir et corps à corps, et améliorent la caractéristique de PA de leurs armes de 1. Alors, encore une fois, portée de commandement, donc très très fort, on l'a dit juste avant, et c'est un énorme buff de dégâts. Augmenter de 1 point la PA, c'est très fort, les sauvegardes d'armure sont assez faibles sur The Old World, donc mathématiquement, c'est très très intéressant de taper dedans. Ce qui est cool en termes de synergie, c'est que vous avez un général sorcier qui est sur Ragnarok, comme je l'ai dit avant, sa portée de commandement va être à 18 pouces. Si c'est simplement votre général, c'est 12 pouces. Alors attention cependant, si vous êtes sur grande cible, mais que vous n'êtes pas le général ou la grande bannière, vous n'augmentez pas la portée de votre portée de commandement. Faites gaffe à ça. Il y a beaucoup de joueurs qui confondent en disant ouais, je suis sur grande cible, ça augmente de 6. Non, c'est si vous êtes général ou grande bannière sur grande cible, alors vous avez le plus 6. Ce qui est très fort, c'est avec la notion d'attaque empoisonnée. En fait, un 6 pour toucher, ou alors un 5 plus via la bannière magique, si vous ayez déjà attaque empoisonnée, va blesser automatiquement. Donc vous allez toucher, à partir du moment où vous claquez votre touche, et vous allez blesser avec une PA de -1, donc l'air de rien, ça fait des dégâts assez élevés. Et surtout, c'est très bête, mais ça affecte les montures. Donc les loups, les sangliers, qui augmentent de 1 point la PA, c'est assez cool. Après, cependant, attention, ça améliore uniquement si c'est un profil d'arme. Ça n'affecte pas les touches d'impact ou les sorts. Donc si ça vous dit que vous infligez au hasard des 6 touches force 5 PA -3, si c'est pas marqué que c'est une arme, ça ne sera pas affecté. Pareil, les touches d'impact, pas d'amélioration là-dessus, c'est pas une arme. Attention aux joueurs orques, souvent on peut pas leur reprocher de pas savoir lire, c'est fluff, mais souvent ils sont très optimistes sur leur lecture des règles. Après c'est fourbe, c'est du sort gobelin. Ensuite top 6, marche entre les mondes, un sort qui est très 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 fort et très impactant. Heureusement qu'il y a une fac qui l'a un petit peu calmé, qui sortait un peu du cul, on va pas se mentir, elle sortait d'un peu de nulle part. On a l'impression que c'est des dégâts collatéraux sur 2-3 trucs, mais dans le cadre de ce sort là c'est très très fort et c'est très cohérent.
Donc ça, c'est un sort de transfert, donc il se lance pendant la phase des mouvements restants, donc après les charges. Jusqu'à votre prochaine phase de début de tour, le lanceur et toute unité qui la rejoint gagne les règles spéciales éthérées et mouvement de réserve. Donc éthéré, on rappelle, vous ne pouvez pas vous faire blesser par autre chose que les attaques, par des attaques magiques. Donc si l'ami n'a pas une arme magique ou la règle attaque magique, ils vous font aucun dégât. Et la règle mouvement de réserve qui vous permet à la fin de la phase de tir, alors que vous ayez tiré ou non, c'est pas le sujet, de faire un mouvement supplémentaire qui ne sera pas une marche forcée, pour condition de ne pas avoir fait une marche forcée ou une charge le même tour. Donc l'air de rien, ça vous donne énormément de combinaisons. La première qu'on voit, c'est au niveau des vortex, notamment si vous avez un petit pack de cavaliers légers. Avec votre mage, vous avez votre mage level 4 qui va bouger de 9 avec le pack, on va le rendre éthéré, ils vont faire leur tir, leur blast, etc. Et après les tirs, ils vont pouvoir se barrer. Alors un pack de cavaliers légers, la seule manière de les gérer, c'est souvent au tir. Là, dans ce cas, il vous restera que les projectiles magiques, parce que les tirs normaux ne feront plus aucun dégât. Ce qui est fort, c'est avec les vortex, un petit peu comme on l'a dit pour les elfes sylvains, vous allez pouvoir vous placer, lancer le sort qui vous intéresse et vous barrer après. Ou même, vous avez un petit peu l'opposé de ça, c'est-à-dire vous allez bouger, vous mettre à 25 pouces du level 4 adverse, balancer tous vos blasts sur les unités à portée, et après vous remettre à portée de dissipation si l'adversaire a des mouvements, a des sorts d'enchantement de malédiction, de manière à vraiment être capable de lui imposer en fait une dissipation améliorée de votre part. Là où ça se synergise d'une manière très puissante, c'est les hauts elfes qui ont l'anathème de vol qui vous permet de détruire une arme magique, enfin un objet magique, donc dans ce cas-là vous allez chercher une arme. Globalement, si vous avez un patron sur dragon, le dragon n'a pas d'attaque magique, vous avez une arme magique sur le patron, si vous mettez un petit anathème de vol sur son épée magique, il se retrouve avec son arme de base, donc l'air de rien, il va commencer à bien galérer pour essayer de tuer vos mecs, et pour peu que vous ayez un peu de résolution de combat fixe, vous allez lui casser la bouche, donc c'est assez amusant. Les maîtres des épées ont résistance à la magie 1, donc ça veut dire que vous êtes immunisé au corps à corps, vous êtes très fort, vous êtes un maître des épées, bonne initiative, du coup de fendoir, tout ce qui va avec. Et ensuite, donc vos tirs, vous serez immunisés s'ils sont pas magiques, et les projectiles magiques, l'air de rien, vous avez résistance à la magie 1 et vous avez le magot qui est dans l'unité, ça a commencé à être vraiment difficile de les blaster correctement. Au niveau des défauts, comme je disais, c'est la fac qui a dit pas utilisable si l'unité a chargé ce tour. Donc en gros, c'est fait pour être un sort plus ou moins défensif. Vous voulez pas vous faire charger ou décourager l'adversaire de vous charger, vous devenez éthéré, vous restez en face de lui, et vous lui dites, mon pote, moi je vais te mettre des dégâts plein la bouche, à toi de voir si t'es sûr que juste ta résolution fixe va compenser ça. Juste un point aussi où il faut faire très attention, on pense notamment aux nains du chaos, aux guerriers du chaos, qui ont, et même certains vampires, qui ont armes magiques, attaque magique, sur leurs armes de base. Faites gaffe à ça, alors c'est pas le cas de toutes les unités, etc., mais faites gaffe à ça, avant de vous lancer avec un pack que vous pensez immortel, et que le mec vous dise, non, mes attaques elles sont ensorcelées, ou je suis un démon, mon pote tu vas dégager, quoi. Donc, très très fort, mais heureusement il y a quelques contre. Le Destiré d'ombre, alors là que j'ai mis en 5, pour beaucoup de joueurs, clairement, et le Vil-Nué serait en 5, et le Destrier d'ombre serait en 9. C'est un sort qui va donner un vol 12 à votre unité. Donc par défaut, ça cible qu'une unité d'infanterie, c'est pas très fort, c'est un transfert, ça se en face des mouvements restants, donc vous ne pouvez pas charger avec. Si l'adversaire a mis un coup de bignou bretonien, vous n'avez pas de vol, que ce soit magique ou quoi, ça change que dalle. Mais ce que j'aime beaucoup, c'est notamment en nain du chaos, c'est là où je l'ai joué le plus, c'est sur les unités bien entraînées. Pourquoi une unité bien entraînée? On vous rappelle qu'elle peut faire, elle peut changer le nombre de figurines du premier rang avant de bouger, à chaque fois qu'elle bouge. Donc dans ce cas-là, en fait, vous allez jouer sur la colonne de marche, et ça va permettre à votre unité de bouger en mouvement x3, donc dans ce cas-là, d'un mouvement de 36 pouces. 36 pouces, l'air de rien, souvent vous allez faire 30 pouces et puis une petite roue pour vous mettre de 6, et au tour suivant, vous allez commencer à dire à l'adversaire, là je vais me placer correctement, tu vas te faire blaster, et clairement tu vas prendre très très cher. Donc l'unité, beaucoup de possibilités, donc moi je le jouais avec des Iron Swarm, donc les Fiernés ou les Fier, quelque chose comme ça, j'ai plus le nom, l'unité d'élite, mais vous avez aussi beaucoup de joueurs qui le jouent avec les nains en tromblon, simplement pour faire bouger l'unité de 12 et mettre une rafale pour porter juste après. Voilà, c'est un très très bon sort, très pratique, c'est du mouvement, ça permet de se barrer. Ça c'est l'aspect un petit peu offensif, vous avez simplement le fait de pouvoir faire bouger une unité de 24 pouces avec une simple marche forcée. Et si vous avez du move and shoot ou des choses comme ça sur vos armes de tir, de blaster, de les placer correctement, donc pour mettre au plus proche d'un personnage, et donc même s'il a 3 pouces d'unité, pouvoir le blaster.
Voilà, vous avez énormément de possibilités avec ce sort, c'est un sort qui pour moi est très impactant. Donc voilà, il faut le connaître et si l'adversaire tape en démonologie, prenez en compte que son infanterie peut aller beaucoup plus vite que prévu. Ensuite, pareil, dans la catégorie l'infanterie bouge beaucoup plus vite que prévu, alors là c'est pas que l'infanterie, c'est sur tout le monde. Le passage mystique en élémentalisme. C'est un sort qui se lance à 10, à portée que 9 pouces, son gros défaut c'est ça. Mais en fait ça permet de téléporter une unité sans véritable restriction. La seule restriction, c'est que l'unité en soi elle doit être à 12 pouces de sa portée d'origine. Alors je vous ai remis le schéma qui vous définit comment on mesure les portées à The Old World. Donc en fait c'est au plus proche de chaque. Donc en fait si vous avez un énorme bloc de 40 figurines, tant que vous avez une figurine qui finit à 12 pouces, qui est placée après le mouvement à 12 pouces d'un endroit où était, d'une autre figurine du pack avant le mouvement, c'est bon. Donc ça va vous permettre, notamment quand vous jouez des gros blobs, alors je sais que la mode c'est les gros blobs notamment d'hommes d'armes ou de gobelins de la nuit qui ont cette règle-là. Les gobelins de la nuit en plus sont des tireurs, donc ça vous permet de bouger 12 sans avoir fait une marche forcée et de quand même mettre des tirs d'arc après. Donc très très fort. Et ça permet vraiment de les téléporter, de les sortir de l'angle de vue, etc. Alors attention, vous devez les placer à plus de 6 pouces de toute figurine ennemie. Il y a des cas, globalement, où ça peut être un petit peu compliqué de déplacer des gros blobs, mais bon, c'est encore très, très agréable. Et le deuxième point, c'est là où moi j'utilise le plus, c'est avec des tirailleurs. Parce qu'en fait, les tirailleurs, vu que vous allez pouvoir partir d'un blob et puis placer une figurine de tirailleur à 12 pouces et après jouer avec les 1 pouce de cohésion d'unité pour aller mettre la figurine qui vous intéresse à l'autre bout du monde, toujours en cohésion d'unité, mais un blob de 10... vous avez 10 socles, ça fait déjà 10 pouces. Vous avez 10 espacements de 10 9 espacements de 10. Vous avez déjà 19 pouces avant de placer votre dernière figurine. Donc pour un mago qui aura envie, encore une fois, typiquement moi je l'utilise avec le Viltide, le Vilnué des hommes bêtes, de vous placer bien là où il faut pour blaster comme il le faut, de s'apporter, de se mettre à proximité d'un mago, que ce soit le plus proche et pas d'unité ennemie, etc. Vous avez vraiment énormément de points forts sur ça. Faites justement gaffe à un truc, faites vraiment gaffe à un truc, passage mystique, il ne faut pas avoir bougé à la phase de mouvement. On parle bien de la phase de mouvement au complet, donc ça veut dire rien en phase de charge, rien en cas de mouvement obligatoire, donc si vous êtes arrivé en embuscade ce tour-ci, vous ne pouvez pas utiliser le sort, et aussi ne pas avoir déjà bougé, ne pas bouger ensuite après si vous avez lancé le sort. Donc attention, c'est vraiment compliqué à lancer, alors compliqué, mettez tous les guillemets qu'il faut, quoi. Ensuite, le Doppelganger, le double spectral. C'est un sort qui est totalement emblématique de ce début de version. On est dans une version où les monstres sont forts, parce que les règles sur les canons ont changé, on touche plus les deux, parce que plein de raisons, on va pas toutes les énoncer ici. Mais voilà, les gros patrons sont assez forts, et on a de base un sort qui est très très bon pour leur mettre des patates. Ça va mettre 2d6 touches avec les caractéristiques et les règles spéciales du lanceur et de toute arme qu'il porte. Alors la plupart des magos se battent avec l'arme de base, donc en général vous n'allez pas aller chercher ça sur eux. Mais quand vous allez commencer à monter un build spécifique, là ça va devenir sympathique. La combo qu'on voit le plus souvent, c'est le familier de savoir qui permet de choisir ses sorts. Comme ça vous n'avez pas d'aléatoire, même un level 4, même si vous avez 66% de chance de l'avoir avec un level 4, là c'est 100%, vous ne posez pas la question. Et vous avez les armes magiques communes, vous avez la Juburo qui vous permet de faire coup fatal, et l'épée tueuse de monstres qui vous fait gagner tueuse de monstres. Donc ça vous permet, l'épée tueuse de dragon, j'ai oublié le nom en français. Donc on vous rappelle, coup fatal, un 6 pour blesser contre l'infanterie ou la cavalerie, et tous les sous-types, c'est perd tous ses points de vie, pas de sauvegarde d'armure, pas de régénération, vous avez uniquement le droit à l'invulnérable. Et le tueur de monstres, c'est son pendant, mais qui ne marche que contre les monstres, donc créatures monstrueuses ou behemoth. Et de la même manière, 6 pour blesser, tous les PF d'un coup, pas de régène, pas d'armure, uniquement une invue. C'est la combo qu'on voit le plus souvent, et clairement c'est assez dissuasif, même si les probas sont pas énormes, la chance de se faire one shot c'est quand même assez impactant pour un joueur. Vous avez des versions un peu plus sympathiques dans les bouquins. Vous avez l'ogre qui peut avoir son arme qui est le Tenderizer, qui fait des patates force 6, PA-3, damage D3 sur un désosseur. Donc autant vous dire que ça déboîte bien comme il le faut. Surtout que le désosseur, derrière, il a un bon nombre d'attaques. Donc comme ça file une attaque en plus, qu'il a un bon profil, vous allez être plutôt punchy. Vous avez l'homme lézard, il faut s'en méfier. Vous avez des slams qui jouent cette combo, qui se mettent éthérés, qui prennent bannière de guerre. Donc en gros, ils vont arriver avec 3 de résolution fixe au début de combat, parce qu'ils sont ordre serré, grande bannière et bannière de guerre, donc 3 points de réseau.
éthéré, et surtout ils vont vous mettre 2d6 touches de la lame de Donkey, donc la force c'est pas énorme, je crois que ça monte à force 4 ou 5, je crois que c'est 5. Mais surtout qu'ils vont ignorer tout type de sauvegarde, donc autant vous dire que ça peut vous moissonner des trucs où là où vous êtes dit, bon voilà je vais tanker, j'ai un char, machin, ça peut vous rentrer dedans d'une manière assez amusante. C'est marrant l'idée d'avoir une grenouille fantôme qui arrive et qui déboîte tout avec un doppelganger. Et en elfe, faites gaffe, notamment quand ils sont sur Phénix de Givre. Le Phénix du Givre frappe en dernier aux mecs qui sont au contact, et vous avez une haute initiative en elfe, parce que vous avez déjà un bon profil et vous avez plus 1 que la réflexe elfique. Donc clairement, ça peut vous, si vous avez la combo classique avec le familier du savoir, l'épée tueuse de monstres, et que vous lui mettez la régène à 5, bah, votre mago il va avoir en plus son invu à 5 parce qu'il est sur Phénix, la régène à 5, donc on est déjà sur une double 5+, donc il faut commencer à lui faire des pèves. Vous tapez en illusion, donc vous allez souvent avoir -1 pour être touché, donc voilà, vous êtes assez safe là-dessus pour faire des dégâts et aller chercher le 6 magique. Après attention, pour les autres magos, donc en dehors des trois qu'on a cités, donc l'archimage sur Phénix de Givre, le slan éthéré et le désosseur ogre, les mages sont souvent vulnérables. Un petit mec de l'Empire qui arrive sur son Pégase, c'est pas avec ses 3-4 points de vie qu'il va commencer à faire la différence. Il y a des moments où vous allez juste vous faire déboîter avant de frapper, vous n'avez pas d'initiative de malade, vous n'avez souvent pas d'armure, donc faites vraiment gaffe à ça. De la même manière, attention, on est sur quelque chose qui est fort à The Old World, c'est-à-dire qu'il y a une létalité qui reste très faible, c'est du game breaker, parce que clairement si le mec joue toute sa game, je vais te casser la bouche avec un dragon, t'as mis une invue, non, coup fatal, rentre chez ta mère, enfin, tueur de monstres, rentre chez ta mère. Clairement ça peut changer la game. Par contre, attention, il faut être capable de lancer le sort. Donc typiquement, si vous avez des petits sorts qui servent à rien, les lancez pas. Vous voulez pas prendre le risque de claquer un fiasco. Une fois que votre mago est déjà au corps à corps, un fiasco qui vous dit vous lancez plus de sort. De la même manière, si vous avez une relance, gardez-la. Vaut mieux garder la relance pour que le doppelganger passe que de la louper comme un gland et puis de voir l'adversaire vous défoncer le mage comme il le mérite. Si vous avez d'un level 4 en face, engagez-le, pensez à sacrifier une unité et à résoudre le corps à corps dans le bon ordre. C'est-à-dire ne commencez pas par résoudre le corps à corps de votre unité contre le mage. Faites d'abord votre archimage, tant que le mage est occupé à se défendre au corps à corps, il ne peut pas dissiper les spells. Ça peut vraiment vous permettre de fiabiliser quelque chose. Si vous avez tout en votre défaveur, c'est-à-dire l'adversaire a son level 4 pour lancer le sort, vous n'avez pas de relance, vous avez le truc, vous allez tomber sur un truc qui a même pas 30% de chance que ça se passe. Alors 30% de chance que ça se passe, que quelque chose se passe bien, c'est cool. Mais quand vous allez mettre 300, 400, 500 points dans une combo level 4, la monture qui va bien, 100 points d'objet magique, pour un 30%, vaut mieux fiabiliser d'une autre manière. Parce que globalement, si ça se loupe, vous pouvez clamser très très vite. Donc comme j'ai dit, l'adversaire peut passer son ou ses invus sur votre coup fatal ou votre coup fatal héroïque. En moyenne, vous allez en mettre 1 à 2, rarement plus. Vous pouvez aussi pas faire de 6, claquer 2d6 touches, faire 2 touches, et auquel cas, une chance sur 6 de le claquer truc, ça tombe pas, vous avez le seum, mais c'est comme ça. Et comme j'ai dit, il y a les risques de fiasco, de tout ce qui va avec. Donc faites gaffe à ça, c'est très très fort, ça peut totalement casser une game, mais ça ne casse pas le jeu. Ensuite, le pilier de flamme, le meilleur vortex, on va dire, offensif qui existe. Alors les dégâts sont pas énormes, alors c'est un petit gabarit, vous placez à 12 pouces du magot, et il ne bouge que de D6 pouces. Par contre, ce qui est très très fort, c'est que c'est vous qui choisissez la direction. Alors moi ce que je vous conseille quand vous posez la question, c'est que le gabarit se déplace de D6 pouces dans une direction au choix du lanceur. Donc lancez le D6 et après choisissez la direction. Suivez l'ordre de la phrase pour savoir dans quel ordre ça se fait. Toutes les unités, alors amis ou ennemis, mais bon, vu que vous choisissez en général, ça sera pas très grave, subit D3 plus 3 touches, donc en moyenne 5 touches force 3 PA-2, avec l'attaque enflammée. Bon, c'est pas un détail, c'est le seul vortex du jeu dont on choisit la direction, les autres se déplacent aléatoirement ou ne se déplacent pas. Il reste en jeu comme tous les vortex, donc il faut 10 plus pour le dissiper, donc l'air de rien c'est très compliqué. PA-2, toujours très très fort, et là où il excelle, c'est vraiment pour sniper les persos en dehors des packs. Ça vous permet vraiment, quand vous avez un ou deux magos qui sont à proximité, vous placez votre gabarit de manière à toucher le pack. S'il touche le pack, il va arriver derrière lui une fois qu'il aura bougé, c'est la règle de Vortex. Et donc s'il y a encore des figurines dessus, il va encore se décaler. Donc dans un monde où l'adversaire est full ligne, vous allez toucher toute son armée. Bon, on dit que ça n'arrivera pas souvent, mais ça peut arriver. Et s'il y a des magos entre les deux, alors des magos, des ingénieurs, des fois des petites bannières, on voit beaucoup de mecs jouer leur grande bannière dans un pack intermédiaire, enfin entre deux packs, pardon,
et pas dans le pack en lui-même. Vous perdez un point de résolution pour le combat, mais il est plus difficile à cibler, donc il va être un petit peu plus tanky. Bah, typiquement, c'est le genre de bonne cible. Tous les persos qui ont 2 ou 3 points de vie, ou à qui il reste 1 ou 2 PEV, globalement, le Vortex va les déboîter, quoi. 5 touches qui vont souvent blesser sur du 4, voire du 5 si vous n'avez pas de bol, si vous êtes un perso un peu plus endurant, c'est très fort. De la même manière, c'est un terrain dangereux. Tous les terrains dangereux sont difficiles, donc ça ralentit les charges. Et comme on va le voir après dans le sort number 1, ça impacte aussi la résolution de combat. Faites très attention quand vous affrontez des elfes sylvains. Alors je sais, c'est pas très fleuve d'avoir des elfes sylvains pyromanes, mais les sœurs de l'épine peuvent toutes choisir un sort du domaine de bataille, et vous avez des listes qui sont faites pour aller multiplier les vortex. Donc 3 vortex en sœurs de l'épine qui vont balancer donc des vortex de flamme, et 2 à 3 sorciers qui vont eux invoquer des vortex, ils vont invoquer des bois. Donc là vous allez commencer à avoir plein de petits gabarits, certains qui vous empêchent de charger, d'autres qui vous ralentissent, qui vous font des dégâts. Voilà, globalement c'est un sort qui n'a pas de défaut, son seul défaut potentiel c'est la force 3, on va dire, et encore, c'est ce qui fait juste qu'il n'est pas top tier, enfin top 1, enfin top 0 même. Mais voilà, c'est la PA-2 compense largement la faiblesse de force. Par contre, attention, vous n'allez pas faire des dégâts de fou dans une unité, dans des gros packs. Enfin, un pack de 40 gobelins, il va en perdre 3 ou 4, il en a globalement rien à foutre. Mais voilà, c'est toujours à prendre en compte. Et enfin, la tempête. Le sort qui me rend salé depuis que j'ai ouvert le bouquin The Old World. Un petit vortex magique qui se lance à 12, portée 9. Vous placez un petit gabarit de manière à ce que tout central soit 12 pouces du lanceur. Donc c'est un vortex qui ne bouge pas. C'est un terrain en lui-même qui est dangereux, et toutes les unités à 6 pouces du gabarit, elles traitent le terrain dégagé comme du difficile, difficile comme du dangereux. C'est totalement broken. Donc déjà ça reste en jeu, ça se lance à 10 plus pour être dissipé, donc c'est vraiment pénible. En plus on est dans un domaine où vous avez le sort qui donne mouvement de réserve. Vous allez pouvoir le placer, vous barrer, enfin c'est vraiment l'enfer. Ça n'affecte que les unités ennemies. Donc ça veut dire que les unités ennemies en terrain dégagé, ça devient un terrain difficile. Donc on vous rappelle, si vous n'êtes pas open order, vous n'avez pas de bonus de rang s'il y a 25% de votre unité qui est dans un terrain diff. Donc déjà ça va vous faire chier pour la résolution de combat. Si vous êtes bande de guerre, vous allez perdre vos bonus de rang. Si vous perdez vos bonus de rang, vous perdez vos boosts de commandement. Donc là les gobelins d'un seul coup ils se retrouvent avec leur commandement natif, c'est un petit peu moins fun. Au niveau des charges, on vous rappelle, quand vous chargez à travers un terrain difficile, vous perdez un point de mouvement, ça c'est la base, et en plus dans les 2 dés de charge, vous prenez le plus bas. Donc si vous n'avez pas une règle rapide, c'est très compliqué de charger en terrain difficile. Les forêts qui deviennent dangereuses, c'est très pénible, notamment pour ceux qui étaient en Angoulême, ils se sont rendus compte que le nombre de fois où vous allez bouger dans des terrains dangereux, dans des forêts, vous n'avez vraiment pas envie que vos mecs prennent du dégât dans tous les sens. Les chars, un char qui fait un test dangereux va prendre des 3 PEV, il considère tous les terrains difficiles comme des terrains dangereux, donc c'est compliqué. Donc c'est très très fort, très très impactant pour le jeu, c'est pour ça que pour moi il est en top 1, pour moi c'est le meilleur vortex, c'est le meilleur sort du jeu, mais vraiment de loin. En plus, il est chopable par des armées que je n'aime pas, c'est-à-dire les elfes. Heureusement, il y a l'armée d'hommes lézards qui se respecte un petit peu plus et qui y a accès. Mais est-ce que vous allez aller chercher de la haute magie en homme lézard ? Vous avez des combos sympathiques, ça reste un domaine qui est très impactant, notamment grâce à ce sort. Donc si vous choisissez vos sorts, clairement la haute magie est le meilleur domaine possible. Et grâce à ce sort-là, grâce au sort éthéré, grâce au damage, aux sorts de dégâts qui sont incroyables. Bon, voilà. Et puis c'est tout pour aujourd'hui. Alors si vous avez eu des sorts où je me suis planté dans la description, j'ai dit une connerie, surtout n'hésitez pas à le mettre en commentaire, c'est à ça que sert la section. Bon, c'est bon pour notre référencement et puis ça permet d'échanger un petit peu sur les spells. Si vous avez des sorts que vous considérez comme très très forts et très impactants dans les games que vous avez faites, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Il y a beaucoup de sorts, c'est un top 10, il y a énormément de sorts à The Old World. Vous avez les domaines de base, vous avez les domaines, les sorts spécifiques, etc. Il y en a peut-être que vous utilisez d'une manière qui est très très intéressante, donc n'hésitez pas à en parler. Dans tous les cas, n'hésitez pas à liker, donc comme on vient de le dire, à commenter, à partager dans vos groupes, etc., dans vos Discord, dans tous les éléments où vous avez envie de partager l'univers, où vous pouvez partager dans l'univers, n'hésitez pas à le faire. Nous, ça nous fait du bien, c'est de la bonne pub pour vous, ça vous coûte pas grand-chose, c'est globalement 2 clics. Donc voilà. Écoutez, d'ici la prochaine vidéo, on vous dit à bientôt.